Bonjour Charles Gave, vous êtes en principe économiste, mais je vous invite dans cette émission consacrée à la philosophie, puisque souvent dans cette émission on a fait de la philosophie économique. Bien sûr. Et vous savez, la philosophie a deux définitions, une définition, comment dire, substantielle, où ça se confond à peu près avec métaphysique, on parle des notions comme l'être et le non-être, mais il y a aussi un sens plus méthodologique qui est qu'on parle de philosophie quand on parle d'un savoir, mais qui n'est pas enfermé dans le paradigme d'une discipline, mais qui cherche à remettre en cause la discipline ou à voir plus profondément que la discipline. Donc il y a une démarche réflexive, et à ce moment-là, quand on fait ça avec les questions sociales ou avec les questions économiques, on fait de la philosophie sociale ou de la philosophie économique, et le terme est parfaitement justifié. J'étais comme Monsieur Jourdain, je faisais des choses comme ça, je ne le savais pas. Ben voilà, je vous l'apprends. Et ceci étant dit, je vous reçois parce que vous venez de publier un livre chez l'éditeur Jean-Cyril Godefroy qui s'appelle « Sire, surtout ne faites rien ». C'est une référence à un propos prêté à un armateur malouin, je crois, de Louis XIV, Louis XIV, qui était furieux et qui comprenait pas pourquoi les Hollandais ou les Anglais, petite nation, osaient avoir des flottes mais un commerce plus important que le sien, et qui supposait que les choses iraient mieux en économie en France s'il faisait quelque chose. Et l'armateur lui répond surtout si on ne fait rien. Voilà. Il avait parfaitement raison, cet homme. C'est ce dont crève la France depuis très longtemps. On pense que l'État est capable de faire le bien. Créer de la richesse, c'est un peu un problème. L'État est certainement capable de vouloir le bien, et tous les gens qui travaillent dans l'État sont pas des imbéciles. Bien entendu, mais à condition qu'ils restent dans son domaine éminent. Voilà. Et donc, en fait, le malheureux Louis XIV n'a pas tenu compte de la remarque qui lui était faite. Surtout Colbert, d'ailleurs. Oui, mais bon, enfin, alors ce serait le sujet d'autres discours. Mais moi j'aime bien Colbert parce que c'est pas, il a joué un rôle d'initiative, si vous voulez, mais c'est pas un socialiste. Enfin, il avait pas une optique de planification. Bien, mais ce n'est pas le sujet. C'est très bien. Car en fait, vous publiez ce livre, ce qui est le 5e ou le 6e. Vous avez depuis d'ailleurs assez peu d'années, finalement, un peu tardivement dans votre existence, décidé d'écrire pour transmettre, comme vous le dites. La vie des idées est une course de relais, dites-vous, et donc. Je pense que vous êtes assez d'accord avec ça. C'est-à-dire on attrape le bâton de quelqu'un qui vous a séduit, et puis on le porte un peu plus loin, on essaye, et puis quelqu'un d'autre le reprend. Il y a un célèbre poème de Baudelaire à ce sujet, les phares. Enfin, ça serait. Les grandes œuvres ne disent pas, enfin aucune des grandes œuvres de l'humanité ne dit tout, mais elles servent de phare pour celui qui fait son propre chemin. Voilà, c'est tout à fait ça. Et donc après avoir pratiqué la vie économique, vous avez éprouvé le besoin d'exprimer, de résumer, de reprendre, de réfléchir sur les principes qui vous avaient animé ou sur les principes qui vous semblaient régenter la vie économique. Et vous avez écrit donc une série de livres, Des lions menés par des ânes. En 2003. Celui-là, il a une histoire un peu curieuse, c'est que je grognais contre l'euro. Je suis d'un naturel grognon, c'est pas vrai, mais enfin. Et donc, les femmes de ma famille m'ont dit, on était en Gascogne, m'ont dit, mais explique-nous pourquoi l'euro, c'est idiot. Alors, j'ai commencé à écrire. J'écrivais un chapitre tous les jours, parce qu'il n'y a pas grand-chose à foutre en Gascogne. Et puis le soir, si ce n'est bouffé. Et le soir, elle le lisait, et si elle comprenait pas, je le réécrivais. Ouais. Et donc j'ai envoyé ce livre à mon vieil ami Milton Friedman, qui a trouvé ça très bien, qui me l'a corrigé aussi, qui a corrigé une ou deux erreurs conceptuelles qu'il y avait dedans, ce qui est curieux d'ailleurs, mais je les avais pas vues. Ouais. Et puis ensuite, ça a été quasiment un best-seller, puis j'en ai vendu plus de 30 000. C'était. Oui, mais les lions menés par les ânes, ce sont les Français. Les lions, c'était les entrepreneurs français. Les ânes, c'était les dirigeants français, quoi. C'était qui passaient leur temps à empêcher les gens de travailler, quoi. Avec les meilleures intentions du monde, j'en suis d'accord. Ensuite, un livre au titre magnifique, mais qui suscite
des rejets indignés chez beaucoup, un libéral nommé Jésus. Oui, alors là, celui-là, c'est celui qui m'a le plus surpris. Vous avez beaucoup écrit vous-même, et je crois que de temps en temps, enfin en ce qui me concerne, moi je suis surpris quand j'écris, parce que je sors des trucs, je me dis mais d'où ça sort ce truc-là, quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose dont l'écriture est une espèce de révélateur. De révélateur, oui. Et puis vous dites mais je savais même pas que je vais penser ça, quoi. Et donc hop, vous l'écrivez, c'est assez. Et donc j'ai écrit ça, et j'ai écrit ça parce que le premier livre avait eu un certain succès. Mes amis me disaient ce que tu dis est juste sur la vie économique, mais ça n'est pas moral. Et j'ai dit tiens, pourquoi c'est pas moral? Et ils m'ont répondu parce que c'est au contraire aux évangiles. Alors je leur ai dit je vais relire les évangiles. Et je me suis rendu compte en relisant les évangiles avec cet œil tout à fait spécial qu'on me demandait d'avoir, que c'était profondément libéral. C'est-à-dire que les deux idées des évangiles qui sont essentielles, c'est que Dieu ne sait compter jusqu'à un. Ce qui me semble une idée très très juste. Oui, il s'intéresse aux personnes. Il s'intéresse aux personnes individuelles. Il n'y a pas de notion de collectif dans les évangiles, jamais. Oui. La justice sociale, le Christ en contre-fou. Et la deuxième chose qui est tout à fait évidente, c'est que celui qui prend pas de risque, il va toujours en enfer. Celui qui prend un risque, la femme adultère, n'importe qui, il est toujours pardonné, à condition qu'il reconnaisse rien du tout d'ailleurs, mais qu'il a pris un risque. Et donc le rentier va toujours en enfer. Et l'entrepreneur va toujours au paradis, en quelque sorte. Et toutes les grandes paraboles sont des paraboles sur la prise de risque. C'est-à-dire une vie où il n'y a pas de prise de risque est une vie ratée. Oui, enfin, c'est aussi comment dire... Ce sont les deux fondements du libéralisme. Une prise de position absolue sur la liberté humaine. C'est ça, absolument. La responsabilité humaine. Mais il ne peut pas y avoir de liberté humaine s'il n'y a pas de prise de risque. Si à un moment ou à un autre, vous ne mettez pas, vous dites non, ça passera pas. Alors, pas avec moi, pas ça. Là encore, il faut que l'introduction ne soit pas trop longue. Bien sûr. Qu'on puisse parler de votre livre, Sire, surtout ne faites rien. Ensuite, il y a un troisième livre qui s'appelait C'est une révolte, non Sire, c'est une révolution. Il y avait déjà un Sire dans le titre. Oui. Alors, c'est quoi, ça? Là, si vous voulez, c'était une réflexion, c'est ce qui s'est fait, je sais plus, il y a une dizaine d'années par là, où oui, j'ai essayé de réfléchir sur l'arrivée de ce qu'on peut appeler la nouvelle économie. C'est-à-dire la nouvelle organisation du travail, le fait qu'on est passé d'une organisation pyramidale à une relation horizontale dans les sociétés. Donc, c'était tout ce qui était en train, et l'idée de fond, c'était de dire, à partir du moment où le secteur productif cesse d'être pyramidal, l'État doit cesser d'être pyramidal. Vous savez, c'est la vieille idée marxiste, que l'infrastructure économique détermine la superstructure politique. Mais comme l'infrastructure économique est en train de changer pour devenir complètement fluide, mobile et horizontale, à la place d'être pyramidale, et ben il fallait que l'État s'adapte, comme ça s'est passé en Suède ou en Suisse, quoi. Et c'était un peu ça l'idée, c'était de dire ben voilà, on est en train de vivre une révolution. Et ben il faut que les États s'adaptent à cette révolution, sinon les nations vont crever, quoi. Bien. Tout ça étant paru chez François Bourin, un monsieur très talentueux, un éditeur très talentueux qui a dû vendre sa maison d'édition puis qu'il l'a reprise récemment. Récemment, absolument. Rebondissement, formidable. Absolument. Et puis ensuite, vous revenez au problème moral puisque vous écrivez un livre qui s'appelle Libéral mais non coupable. Oui, ça c'était à la suite de la grande crise financière, pour expliquer que là c'était une crise non pas du capitalisme comme on l'a raconté, mais du capitalisme de connivence, c'est-à-dire de gens qui ont organisé un système économique, en particulier les grandes banques, pour dire si ça marche c'est pour moi, si ça marche pas c'est pour le payeur d'impôts. Si vous voulez, ça n'a rien à voir avec le capitalisme, et tout à voir avec le vol à la tire, quoi. C'est un système de copains d'exploitation, de copains et de coquins qui avaient mis ça au point pour eux-mêmes, quoi. Oui, vous dites quelque part d'ailleurs qu'un grand nombre d'entre eux devraient être en prison. Absolument. On y reviendra peut-être. Et puis ensuite, en 2010, c'est-à-dire au fond, ça fait déjà un certain temps, donc ce livre est un nouveau livre. L'État est mort, vive l'État. Alors, le mot État n'étant pas écrit de la même manière dans les deux parties de la formule, l'État avec un grand E est mort, vive l'État avec un petit E, et c'est l'État de droit. Enfin, c'est le droit de l'État par rapport à l'État de droit. Exactement. C'est ça l'idée essentielle, c'est de dire qu'il faut ramener l'État dans le droit commun. C'est-à-dire que l'État français en particulier s'est fait un droit à lui, ce qui est une incongruité juridique. Si vous voulez qu'il y ait deux droits en France qui soient en compétition, c'est quand même une drôle d'idée. Ça nous vient de Napoléon, et il me semblait que l'idée, dans le fond, d'avoir qu'un seul droit et que on puisse attaquer l'État français devant des tribunaux normaux, plutôt que des tribunaux où il est à la fois jugé parti, me semblait
une bonne chose. Oui, c'est une idée anglaise, hein, que la couronne, quand elle est en conflit avec un citoyen, se retrouve sur le même plan que le citoyen devant un juge, avec sa perruque. Avec sa perruque en crâne de cheval, ce qui est toujours à mourir de rire. Il doit avoir chaud là-dessous. Et donc, Charles Gave, vous avez créé un institut, un think tank, je m'en excuse à Radio Courtoisie, parce qu'il faut pas prononcer de mots anglais, mais c'est devenu... c'est devenu une expression française, c'est comme le week-end, si vous voulez. Mais moi, personnellement, mais je m'en excuse auprès de Monsieur Desquin, je trouve que ça enrichit la langue française d'avoir quelques mots anglais, et je plains les Anglais de n'avoir que leur langue. Oui, ils nous en ont barboté tout un tas, vous inquiétez pas. Hein. C'est vrai, mais... Cul-de-sac, etc., ils en bien sûr, mais rendez-vous. Rendez-vous. Mais... ils nous imposent des mots parce que tout simplement c'est souvent eux qui inventent des choses qui ont une valeur universelle et que... mannequin, c'est un mot hollandais, je crois. Comment? Mannequin, c'est un mot hollandais. Une langue s'enrichit en barbotant les noms d'un côté. Mais c'est pas par kleptomanie, mais c'est parce que il y a des peuples qui inventent des choses qui ont une valeur universelle que les autres peuples imitent et comme ça n'existe pas chez eux, ils prennent le mot évidemment de l'inventeur. Donc plutôt que d'être plein de rage sur l'emprunt de mots étrangers, on ferait bien d'inventer plus de choses nous-mêmes. Et le monde parlerait français. Et le monde parlerait français, ce qu'il aurait dû faire d'ailleurs si on n'avait pas eu tous ces gens intelligents qui nous ont régi la France depuis le 18e. Bon, d'accord. Mais alors, je disais que Charles Gave, que vous avez créé cette société. Enfin, je cherche un mot français de pensée, la société de pensée, qui est l'Institut des Libertés. Et dans ce cadre, spécialement, puisqu'il y a un site web. Vous avez souvent écrit des articles. J'écris tous les lundis un article qui peut être sur un sujet de réflexion, un sujet d'actualité. Et donc ce livre dont nous parlons aujourd'hui, Si surtout ne faites rien, c'est le recueil de ces articles, ou plus exactement des meilleurs de ces articles. Enfin, qui ont été un petit peu sélectionnés par les lecteurs. C'est-à-dire que on a un certain nombre de lecteurs réguliers qui reviennent sur notre site, et je leur ai demandé, écoutez, j'ai publié, un grand nombre d'articles depuis 7, 5 ans, 6 ans qu'il existe. À votre avis, quels sont les meilleurs? Donc je fais une espèce de petit sondage, et il y en a tout un tas qui m'ont répondu, et j'ai pris ceux qui me semblaient les meilleurs, et j'en ai fait ce livre. Oui, donc c'est quelque part. Il y a un élément assez intéressant qui est que ces articles écrits de semaine en semaine devraient être complètement éclatés, incohérents, liés à l'irrationalité de l'actualité en quelque sorte. Et vous êtes aperçu en les recueillant que finalement ils suivaient un ordre assez logique et assez rationnel, de telle sorte que vous avez pu les rassembler dans un plan fort structuré, avec une première grande partie qui s'appelle les concepts qui sous-tendent la société ouverte. Alors on reviendra là-dessus, c'est la notion de Karl Popper pour désigner une société libérale en fait. Oui. D'où alors le titre de notre émission sur les principes d'une société libre, parce que c'est surtout sur cette première partie qu'on va insister, si on s'intéresse à la philosophie de l'économie. Il y a une deuxième partie qui sont les ennemis de la société ouverte, et il faut dire que Karl Popper avait écrit un livre qui s'appelle La société ouverte et ses ennemis. Et ses ennemis, c'est un petit clin d'œil. Mais en même temps, si vous voulez, c'était ce qu'on s'est battu Jean-François Revel toute sa vie, c'était les ennemis de la société ouverte. C'était la plupart de ses bouquins, c'était sur ça. Il comprenait pas pourquoi les gens ne voulaient pas voir la vérité. Et la réalité, c'est que je crois qu'il y a toute une série de gens qui n'aiment pas la liberté. Qui la détestent profondément. Vous les listez, il y en a 6 catégories. Premièrement, les socialistes. Oui. Deuxièmement, les technocrates, donc les hauts fonctionnaires. Oui, absolument. Ceux-ci sont partisans du rôle de l'État, l'État n'en fait pas assez. Alors moi je suis partisan d'un État fort qui fasse régner le marché, donc exactement, un État fort qui fasse régner la loi. Voilà. Et donc cet État doit avoir de bons technocrates. Oui. Et qui mais à condition technocrates, je ne suis pas sûr, parce que le technocrate va vouloir mettre des idées en place. Il doit avoir de bons administrateurs. De bons administrateurs. Et si on dit technocrate, évidemment, c'est un mot négatif. Ça veut dire qu'il prétend faire régner son pouvoir, au nom de ses prétendues compétences techniques. Voilà. Les compétences techniques des membres de la sinistre promotion Voltaire ne sont pas très grandes. Mais je m'inscris en faux là, si je peux dire, parce que quand même ils sont arrivés au pouvoir partout. Donc si le but d'une organisation c'est d'arriver au pouvoir politique, ce qui est leur but,
et de se faire monter et d'avoir un niveau de vie très élevé, il faut dire que la promotion Voltaire a réussi de façon extraordinaire, non pas pour la France, mais pour elle. Donc si le but c'était de créer des gens qui travaillaient pour eux et qui réussissaient pour eux, ils ont réussi de façon stupéfiante. Donc je crois, quand je parle à tous mes amis hauts fonctionnaires, ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas nous raconter, que les choses vont pas bien? Elles ont jamais été aussi bien pour nous. Oui. Et il faut pas ne pas comprendre ce problème, c'est que pour eux, ça va très bien. Oui, mais comme moi je me vis à tort ou à raison comme philosophe, dans ces conditions, je fais mon mea culpa. Ça veut dire que si les choses sont comme vous dites, c'est le devoir des intellectuels de l'expliquer, de le discerner et de le dire. Et donc si ces mythes ont la vie si longue, c'est aussi peut-être de la faute des intellectuels. Ben, je crois qu'ils ont réussi quelque part à capturer vous savez, je crois que c'est Tocqueville qui disait qu'il y avait les diffuseurs de culture, il y avait les créateurs de culture, il y avait les consommateurs de culture. Et il me semble que les diffuseurs de culture dans notre monde ont barboté, ont pris, ont volé, ont empêché les créateurs de culture de parler. Et donc, tous ces gens-là qui sont partis du système ont quand même ont quand même un but essentiel, c'est d'empêcher des gens comme vous de parler. Et pas de parler, d'être entendu. Ce qui n'est pas la même chose. Oui, c'est ça. Parce que personne ne vous empêchera de parler, mais vous pourrez ne pas être entendu. En effet, c'est un des grands paradoxes de la société française actuelle, c'est qu'elle n'est pas totalitaire au sens des fascismes, des nazismes ou des communismes. Et les gens comme vous et moi sont pas en prison. Mais en effet, il y a des puissants moyens qui limitent leur influence. Mais attendez, ne mélangeons pas tous les sujets, parce que nous étions en train d'énumérer les catégories d'ennemis de la société ouverte. Deuxième partie de votre livre, Sire, surtout ne faites rien, Charles Gave. Et le premier ennemi, les socialistes. Deuxième ennemi, les technocrates. Troisième catégorie d'ennemis de la société ouverte, ce que vous appelez les oins du Seigneur. Alors, les oins du Seigneur, c'est une notion qui vient d'un homme que j'aime beaucoup, qui s'appelle Thomas Sowell, qui est un économiste noir, américain, ancien Marines, qui a eu une carrière tout à fait extraordinaire, qui a eu son PhD à Chicago, et qui a été un des hommes qui a le plus écrit dans les journaux aux États-Unis pour expliquer ce qu'était l'économie. Il avait le même talent que Milton Friedman d'expliquer de façon simple les choses et tout à fait libéral et tout et tout. Et il dit que le drame dans la vie, c'est qu'il y a des gens qu'il appelait les anointed, vous savez, les oins du Seigneur, qui ont une idée, ils définissent un problème, ils disent il y a un problème, je sais pas, les femmes sont moins payées que les hommes, et ils disent voilà la solution, ça marche pas. Et donc le problème se représente plus grave, et donc la raison pour laquelle ça n'a pas marché, c'est qu'il fallait en faire plus. Oui, ce sont des fanatiques. C'est le système, si vous voulez, c'est Piketty. Ce qu'il faut, c'est comme l'augmentation de l'impôt sur le capital n'a pas marché, c'est qu'on l'a pas mis assez haut. Oui, mais il y a une autre nuance dans cette expression au loin du Seigneur. C'est-à-dire qu'ils ont quelque chose qui leur a été reçu du Seigneur. Ce sont les élus. Ce sont les élus. Ils se sentent élus pour porter le bonheur sur terre, quoi. Oui, mais surtout, comme ils sont élus par le Seigneur, ils n'ont pas besoin d'être élus par le peuple. Ce qui est tout à fait vrai, ça aussi. C'est tout à fait vrai. Ce sont bien sûr, c'est le cas d'ailleurs, vous dites aussi quelque part que le socialisme est une hérésie chrétienne. Oui. C'est une religion, en tout cas. C'est une religion. C'est devenu une religion. Et ces prophètes ne se sentent pas. Et son clergé. Et son clergé, bien entendu, et son inquisition. Oui. Et ses remises au bras séculier et sa volonté de prendre le contrôle du système éducatif. Oui. Ce qui est le propre de toutes les religions, quelque part. Et même de la vie des familles. Enfin, de s'attribuer toutes les fonctions, de donner à l'État des fonctions qui sont pas des fonctions traditionnelles de l'État. Absolument. Parce que, alors que cette même secte a obtenu la séparation de l'Église et de l'État en 1905, elle a dûment travaillé à sa propre inclusion dans l'État. Dans l'État, mais c'est pour ça que je dis que la seule solution pour la France, c'est de retourner à la laïcité. Voilà, c'est-à-dire de virer cette Église de l'État. Oui. Absolument. J'avais moi-même écrit des choses à ce sujet jadis. Et donc mais attendez, ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres ennemis. Ce sont les hommes de Davos. Alors ça c'est amusant parce que vous n'aimez pas les hommes de Davos, mais c'est pourtant des gens éminents, non? Ce sont des gens éminents du capitalisme de connivence.
C'est-à-dire que vous ne rencontrez jamais un vrai homme d'affaires à Davos. Vous rencontrez des gars qui ont été nommés là par des pouvoirs publics ou par des grands intérêts. Vous rencontrez tous les grands banquiers, tous ces trucs-là. Mais le type qui a monté sa boîte et qui la développe dans la Creuse, vous le voyez jamais à Davos. En fait, si vous voulez, Davos, c'est l'endroit où les gens qui se sentent de nulle part, citoyens du monde, si j'ose dire, se retrouvent entre eux pour se féliciter d'avoir si bien réussi, quoi. C'est là où les has-been rencontrent ceux qui voudraient quelque chose. Oui, alors ce que vous dites ici, Charles Gave doit trouver des échos chez pas mal d'auditeurs de Radio Courtoisie. D'ailleurs, je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, bien sûr, dans l'émission Le Monde de la Philosophie, animée par moi-même, Philippe Nemo, et que je reçois aujourd'hui Charles Gave pour son livre « Sire, surtout ne faites rien ». Et sur cette antenne, on incrimine souvent la classe mondialiste, enfin Voilà, c'est un peu la classe mondialiste, c'est un peu ça, c'est un peu tous ces gens qui ont utilisé l'économie pour encore une fois, pour diminuer leurs risques. Oui, mais c'est assez humain, non? Oui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lutter contre, si vous voulez. Oui, mais attendez, est-ce qu'ils sont vraiment des ennemis de la société ouverte? Parce que ce sont des. Oui, parce qu'ils empêchent les propagandistes de la mondialisation, de l'ouverture. Oui, mais je ferai très attention là sur la mondialisation. Il y a toute une. Je suis assez ambivalent sur le sujet. Je veux dire par là, la mondialisation, ça paraît une bonne chose, mais à condition qu'on soit dans des conditions concurrentielles normales. Je m'explique, par exemple, si vous maintenez des taux d'intérêt très bas, tout à fait anormalement bas, bon, vous ruinez l'épargnant, soit dit en passant. Oui. Mais ce qui se passe aussi, c'est que ça permet à ces gens-là qui ont accès au système financier de par leur fonction, d'emprunter de l'argent à des taux très bas pour acheter des sociétés qui sont parfaitement fiables et pour les casser, en extraire toute la substance. J'ai un de mes amis qui est le patron d'un grand fonds de ce qu'on appelle venture capital en anglais en Angleterre. Bon, ben ils ont pris récemment le contrôle d'une grande société anglaise. Et en empruntant de l'argent massivement auprès des banques, ils leur prêtent parce que les taux d'intérêt sont très bas. Et à ce moment-là, ils se sont repayés immédiatement un dividende de plus de 700 millions de sterling, ce qui était bien, à eux-mêmes, puisqu'ils avaient pris sur l'argent qui avait été emprunté. Et puis la société, 6 mois après, fermait ses portes. Si vous voulez, c'est si j'ose dire, si les taux d'intérêt étaient à 5 ou à 6, leurs opérations ne seraient pas rentables. Oui. Donc, ils ont fait pression sur les banques centrales pour que les taux d'intérêt soient bas, pour qu'ils puissent acheter des sociétés à bon compte, dont ils extraient toute la valeur, et ensuite, à la casse, Non, mais c'est pour ça que... C'est pour ça que quand ces gens-là me disent qu'ils sont mondialistes, je dis, vous êtes surtout des pilleurs d'épaves, quoi. Oui. Non, c'est la preuve que une société libre ne peut fonctionner qu'avec des règles, mais il faut que ces règles soient pensées en fonction de leurs conséquences et que la délinquance soit impossible. Et c'est pour que la délinquance soit impossible. Et quand elle a lieu, parce que nous sommes dans une société humaine, il faut que les gens aillent en prison. La différence entre Reagan et ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand il y a eu une déréglementation financière aux États-Unis au moment des savings and loans, c'est-à-dire les caisses d'épargne américaines, il y a eu toute une série de fraudes qui sont produites à ce moment-là. Il y a 4000 présidents ou directeurs généraux de sociétés d'épargne des États-Unis qui ont été en prison. Là, on a eu la crise financière la plus extraordinaire de l'histoire depuis 1929, et il n'y a pas eu un gars qui a été en tôle. Pas un. Donc, si vous voulez, vous avez une espèce de cette classe-là, non seulement elle traite la société à son profit, mais en plus, elle s'est bâtie une impunité juridique. Et c'est quand même quelque chose de très grave quand vous avez une inégalité dans la loi qui apparaît de façon si patente. Alors, encore une fois, c'est pas le sujet principal, oui. Mais je suis en train de montrer le fil conducteur de votre livre. Il y a une cinquième catégorie d'ennemis de la société ouverte qui sont, dites-vous, les bonapartistes ou caudillistes. Oui. Alors donc, vous aimez pas les hommes providentiels et les De Gaulle et les Napoléon? Surtout pas Napoléon. De Gaulle non plus tellement, si vous voulez. C'est que c'est à chaque fois une fausse solution. C'est-à-dire qu'il n'y a de progrès que si chaque citoyen s'améliore. Mais l'idée qu'on peut déléguer à un homme providentiel, c'est la survie de la nation. Dans des moments extrêmes, c'est parfois nécessaire. Mais si vous voulez, c'est ce que j'allais vous dire. Les grands modèles auxquels on pense, ce sont des gens qui arrivent après une période de chaos. De chaos effrayante. Effrayante et qui remettent de l'ordre.
et qui, alors ceci dit, eux-mêmes sont pas capables de conserver l'ordre, comme Napoléon qui a fait cette fuite en avant. Enfin, dans un premier temps, il a quand même établi le code civil. Il a mis le code civil, etc. Il a établi certaines institutions qui sont encore en vie, mais qui ont peut-être été à l'origine de la décroissance de la France. Vous savez, il y a eu deux grands hommes qui ont été en France en ce moment. C'est un autre sujet, mais qui ont été en France à l'époque. Il y avait Bernanos et il y avait De Gaulle. Et Bernanos il a été pas Bernanos, je veux dire, le roi de Suède. Vous savez, la famille de Suède. Bernadotte. Bernadotte, ça commence pareil. Bernadotte, lui, il était en Suède, et il a bâti toutes les institutions d'un État moderne. Oui. C'est-à-dire la démocratie, c'est-à-dire le système social, c'est-à-dire tout. C'est lui qui a tout bâti. Donc, j'ai toujours pensé que nous, on avait eu le mauvais. Si Bernadotte avait été en France, la France aurait aujourd'hui la principale puissance dans le monde. Oui, mais et nous, on a eu une espèce de général fou qui a fait tuer 3 millions de Français, et puis qui a foutu l'Europe à feu et à sang, et puis ça n'a pas été une bonne chose, quoi. Et donc, quelque part, même à Napoléon, on peut en discuter, quoi. Il a toujours de fervents admirateurs. Mais parce qu'il y a des tas de bonapartistes dans le système. Ce qui est certain, c'est que un des arguments, si vous voulez, en faveur de l'absolutisme, et ces hommes-là sont des représentants d'absolutisme, c'est qu'à un moment, il faut que quelqu'un soit au-dessus de la mêlée pour remettre de l'ordre, parce que à l'intérieur de la mêlée, il ne peut pas surgir. À l'intérieur de la mêlée, oui, j'entends bien, mais vous pouvez tout à fait aussi avoir un homme qui, comme l'a fait George Washington aux États-Unis, et qui remet de l'ordre, etc. Et au bout de 2 mandats, dit écoutez, ça va bien. En aucun cas je veux être le roi des États-Unis, puisqu'on l'avait proposé, et il a dit je m'en vais, et du coup ça a permis. Donc il y a aussi des hommes qui réussissent à être au-dessus de la mêlée, et comme Cincinnatus qui repartait à sa charrue, quoi. Voilà, ça. Voilà, oui, d'ailleurs c'est tout à fait essentiel. Je ne sais pas si vous le signalez à un moment, c'est que un des vices de notre société, c'est que les hommes qui gouvernent ne sont pas eux-mêmes dans l'économie et ne savent pas comment elle fonctionne, et ils n'ont pas de sympathie d'ailleurs pour les hommes de l'économie. Et c'est une situation complètement différente de celle qui a souvent été donnée en exemple, qui est celle de la Hollande. On y faisait allusion tout à l'heure, qui, alors que c'est un tout petit pays qui devait avoir 2 millions d'habitants au XVIIe siècle, même moins, avait une puissance économique égale à celle de la France et de l'Angleterre additionnée. Oui, absolument. Parce qu'elle était dirigée par des hommes qui n'étaient là que pour un an, et qui étaient eux-mêmes des marchands ou des armateurs. Vous pouvez penser à Venise. La constitution de Venise, c'était quand même une merveille. Voilà, même où tout le monde surveillait tout le monde pour éviter qu'il y en ait un qui prenne le pouvoir. En France, comme l'a dit dès l'époque de Louis XIV, le fameux Bois-Guilbert, la France est divisée entre une contrée polie et puis les producteurs. Et la contrée polie ne se mêle jamais de la production, elle est à la cour. C'est très mal vu. Et ça n'a pas beaucoup changé, puisque finalement, le fait qu'on puisse faire entièrement carrière en faisant l'ENA, après une très mauvaise école, de mon point de vue, qui est Sciences Po, après n'avoir eu aucun enseignement d'humanité, puisque l'enseignement secondaire est détruit, vous avez des gens qui ensuite ne sont animés que par l'ambition, qui n'ont rien dans la tête, qui ne lisent pas un livre, qui s'en vantent d'ailleurs, comme beaucoup de ministres du gouvernement actuel. Et qui font par conséquent de très mauvaises choses et qui ne connaissent pas l'histoire. Oui. Bien. Alors en tout cas, il y a une dernière catégorie d'ennemis de la société ouverte qui sont les écologistes, dont hélas le pape actuel. Oui, le pape actuel, je crois qu'il s'est passé quelque chose de terrible, si je peux me permettre, c'est que le pape précédent a donné sa démission, et certainement le Saint-Esprit n'a pas été au courant, et donc le pape actuel a été élu par une erreur humaine, sans qu'il y ait beaucoup de... L'Église s'en sortira, il y a toujours eu des bons papes et des mauvais papes. Voilà, l'Église s'en sortira, mais ce qui est terrifiant avec ce pape-là, c'est qu'il a l'air de vouloir être populaire avec la presse. Ce que je trouve un petit peu dommage. C'est pas le rôle d'un pape. C'est cohérent avec la petite faiblesse de sa pensée, par comparaison avec le précédent, qui est un homme tout à fait éminent. Bien. Alors, en tout cas, on a détaillé cette seconde partie et on va dire quelques mots de la troisième, parce qu'ensuite on va se concentrer sur la première, qui est celle des principes de la société ouverte. La troisième partie, vous dites, on passe à la pratique. Enfin, après, c'est une analyse en temps réel. Voilà. Et donc, il y a une série de chapitres où vous commentez un peu l'actualité sur la fin de la Pax Americana, y compris d'ailleurs sur le plan international, la fin de la Pax Americana, tous les problèmes du Proche-Orient, la construction européenne. Vous êtes très hostile, hein. Vous dites que les gens qui dirigent l'Europe sont détestables. Aujourd'hui, la politique européenne est détestable et elle est conduite par des gens méprisables. Oui.
Alors et puis alors il y a un article sur le Brexit. Vous vantez à juste titre d'avoir prévu le Brexit. Je ne me vante pas, je connais mes Anglais par cœur. J'ai passé 25 ans, si vous voulez. Si vous demandez aux Anglais s'ils préfèrent être gouvernés par des gens qui peuvent virer ou être gouvernés par des gens qui ne peuvent pas virer, c'est ça, oui. Ils vous diront toujours on va être gouverné par des gens qu'on peut virer. C'est quand même la base de la démocratie, sinon c'est même pas la peine, quoi. Oui, moi j'avais rencontré il y a à peu près une vingtaine d'années ou 15 un Anglais avec qui j'avais sympathisé, etc. Et qui parlait de Bruxelles avec une hostilité qui m'a un peu surpris, parce que moi j'avais pas d'hostilité. D'ailleurs j'en ai toujours pas sur le principe même de l'Union européenne. Je trouve que c'est une grande idée. C'est une grande idée. Et j'ai à ce moment-là compris en effet que les Anglais n'étaient pas intégrables du moins facilement. Je crois que ce que vous avez senti, c'est ce désir de démocratie qui existe en Angleterre. Ceux qui ont inventé la démocratie représentative, etc. depuis longtemps, avec la Magna Carta, c'est une histoire qui remonte à 1000 ans. Oui. Il parlait avec mépris de l'Empire de Bruxelles. L'Empire de Bruxelles, c'est-à-dire que quelque part, ce que ne veulent pas les Anglais, c'est être gouverné par des gens qu'ils ne peuvent pas contrôler. Oui. C'est ça donc c'est l'essence de la démocratie, c'est le contrôle des élus par les électeurs. Oui. Bien. Et puis vous terminé par un très beau chapitre où vous dites que vous souffrez d'un déficit d'admiration dans la période actuelle. C'est que la période actuelle, toute votre vie, vous avez connu des gens admirables, connus ou entendu parler d'eux. Oui, et on les voyait, ils étaient là. Voilà. Et donc, vous dites qu'il y en a plus, ou plus exactement que le système actuel est tel qu'on ne les voit plus. Ils sont cachés. Par un acte de foi que vous pensez qu'il en existe autant que par le passé. J'en suis certain. Moi aussi, figurez-vous, parce que j'ai la même expérience. Mais en effet, le système les exclut. Ils sont. Mais c'est ce que je dis. Quand vous avez un système qui est géré par des chacals, il est évident qu'ils vont se faire la peau des lions, quoi. Ils se mettront ensemble pour empêcher que le lion ne soit accessible. Donc aujourd'hui, on a un système géré par des chacals et ils essayent ou des hyènes et ils essayent de ou des ânes pour reprendre des ânes. Mais là n'est pas hostile au lion, si j'ose dire. D'accord, oui. Il est pas méchant, oui. Il est pas méchant, parce que là, ils vont essayer de tout faire pour empêcher le lion de passer, quoi. Et de temps en temps, il y en a un qui passe, et c'est à la surprise générale, quoi. On se dit, mais d'où il sort celui-là, quoi. Et alors, quelle serait l'explication de ce phénomène d'après vous, Charles Gave ? C'est les diffuseurs de culture qui ont compris que, vous savez, avec les médias, c'était eux qui étaient chargés de faire passer la culture en quelque sorte des lions, et ils se sont dit, on va essayer de passer nous pour des lions. C'est-à-dire, ce sont des gars qui essayent d'arriver à un niveau, sont des porte-avions avec un moteur de Vespa, si vous voyez ce que je veux dire. Vous en connaissez plein, hein, Non, mais il y a beaucoup d'intellectuels médiatiques. C'est ça, c'est les intellectuels pour lesquels c'est un métier, et qui n'ont pas grand-chose à dire, si ce n'est de remplir le poste de leurs paroles, quoi. En même temps, c'est terrible. L'homme est peu de choses. Dans un système, l'homme est peu de choses. Hein. Ces intellectuels médiatiques ont des loyers à payer, des enfants, des petits-enfants, des maîtresses. Qui coûtent cher. Non, mais j'ironise. Mais du coup, ils sont obligés de parler tout le temps. Alors qu'on devrait parler quand on a quelque chose à dire. Et pour avoir quelque chose à dire, il faut méditer assez longuement, faire des recherches. Travailler. Et donc, il existe fort heureusement des vrais savants partout. Moi, je suis surpris de ça. J'aime beaucoup la France à cause de ça. C'est un pays très surprenant. Ce que disait Raymond Boudon, vous savez, Raymond Boudon, qui est un homme que j'aimais bien, il disait, en France, les libéraux, les intellectuels n'aiment pas le libéralisme, que si le libéralisme était présent, ils seraient payés à leur vraie valeur. Oui, mais alors ça c'est une autre question. Est-ce que les intellectuels doivent être payés à la valeur qu'ils ont sur le marché, c'est-à-dire sur l'actualité? Il n'y a pas de marché pour les idées neuves, si vous voulez. Donc il faut bien qu'il y ait des systèmes. Toute société, depuis les Chinois jusqu'à nous, jusqu'à les Chinois se méfient beaucoup des idées neuves. Ils s'en méfient toujours, je peux vous assurer. Oui, mais ils payent des gens ils permettent à des gens d'avoir des idées sans que ces idées aient forcément de la valeur immédiatement. Absolument. C'est ce qu'on appelle les clergés. Hein. Ça a existé dans beaucoup de sociétés, dans toutes les grandes sociétés en fait. Et le problème, c'est. Mais je crois que pour que ça marche, il faut quand même qu'il y ait la possibilité que la société accepte l'échec. C'est-à-dire qu'une idée puisse être fausse.
Et que si elle est fausse, on reconnaît qu'elle est fausse. Voilà, tous les clergés ne se valent pas. Tous les clergés ne se valent pas. Et c'est là où la société américaine est extraordinairement forte, c'est que vous pouvez vous casser la gueule 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous pouvez toujours recommencer. Alors qu'il y a toute une série de sociétés où si vous êtes cassé la gueule 1 fois, c'est fini, vous êtes rayé des cadres, quoi, si j'ose dire. Vous pouvez jamais revenir. Et cette capacité à accepter l'échec, pour moi, c'est la caractéristique essentielle d'une société libre, quoi. Bien, alors Charles Gave, après cette longue introduction, mais qui était indispensable quand même pour avoir une idée globale du livre, oui. On peut peut-être mettre un peu plus l'accent sur la première partie et sur ce que vous appelez les concepts qui sous-tendent oui. Une société ouverte, les concepts oui. qui sous-tendent une société ouverte. Autrement dit, les principes qui devraient régir une société d'hommes libres. D'hommes libres. Et vous en identifiez 13. Je vais simplement lire les citer parce que là aussi pour que l'auditeur ait une idée d'ensemble. Et donc je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie dans l'émission Le Monde de la philosophie dirigée par moi-même Philippe Nemo et que je reçois Charles Gave, économiste et écrivain, pour son livre qui vient de paraître Sire surtout ne faites rien aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors, ces idées qui sous-tendent la société ouverte sont les suivantes. Premièrement, la prééminence de l'individu sur la tribu. Alors, on va faire 0 commentaire quand je lis Absolument. Les choses, sinon sinon on s'en sortira pas. Voilà. La prééminence de l'individu sur la tribu. Deuxièmement, le pouvoir des idées religieuses est immense. Troisièmement, de la nécessaire séparation des lois et de la morale. Quatrièmement, la valeur est une notion subjective. Cinquièmement, l'économie a besoin de prix libres. Sixièmement, si quelqu'un veut acquérir quelque chose, il a le choix entre travailler et voler. Septièmement, pas d'économie darwinienne sans taux d'intérêt de marché. Huitièmement, la monnaie est une convention que sous-tend la volonté de vivre ensemble, constitutive de toute nation. Neuvièmement, ne pas confondre richesse et monnaie. Dixièmement, alors il y a 13 idées, donc on arrive au terme. Dixièmement, les États sont soumis à la destruction créatrice. Onzièmement, les nations sont pérennes, les institutions étatiques ne le sont pas. Douzièmement, la prise de risque doit être assumée et rémunérée. Et treizièmement, et enfin, seul le capitalisme est moral. Et on retrouve ce que nous disions en commençant. Alors, c'est tout un programme de philosophie économique, enfin, je sais pas comment dire, de philosophie sociale et économique. Peut-être que la première idée, on peut être assez rapide là-dessus. Assez rapide, j'en sais rien. C'est la prééminence de l'individu sur la tribu, le fait que Dieu, comme vous dites, ne compte. D'où vous sortez cette formule, Dieu ne sait compter que jusqu'à 1. De Froissart. Ah oui? C'est Froissart, j'ai toujours trouvé cette formule magnifique. Ah oui, c'est une façon de dire que le Christ ne cherche pas du tout, il cherche une relation de une personne à une personne. Ah oui, toujours, oui. Il ne cherche pas du tout, jamais le Christ ne dit... Il parle jamais en termes de collectivité, jamais. Même pas les Juifs d'ailleurs. Il dit jamais, va dire à Pierre, Paul ou Jacques de faire ça. Il dit, si tu dois le faire, tu le fais toi. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de relation presque intime. Oui, enfin, c'est une personne. Il dit pas les Romains doivent faire ça ou les Juifs doivent faire ça, mais quand même Pierre, Paul ou Jacques. D'ailleurs, il les appelle un à un. Il les appelle un à un et il dit si tu veux faire quelque chose, c'est toi qui t'en occupes. Oui. Tu vas pas aller prendre de l'argent aux gens, soi-disant pour aider les pauvres. Et quand il condamne Judas avec l'histoire du parfum, il dit elle a le droit de dépenser son argent comme elle veut. Et t'as pas à dire à cette pauvre fille qui me lave les pieds avec ses cheveux qu'elle doit utiliser son argent à le donner aux pauvres. Oui, le Christ aime assez peu ce que la droite française du XIXe siècle a appelé les corps intermédiaires. Oui, absolument. Et il est un peu jacobin en ce sens. Enfin, c'est pas l'État, l'individu tout seul est atomisé face à l'État, mais c'est l'individu tout seul est atomisé face à Dieu. Ce qui est quand même plus sympathique. Il n'est pas atomisé puisque le Dieu le regarde comme s'il était seul. Oui, et il lui demande d'aimer en plus. Il lui demande d'aimer. Donc, c'est ce que je dis en plaisantant, c'est que Dieu avait commencé à avoir une convention collective avec les Juifs, et puis ça n'a pas marché du tout, parce que les autres ils disaient mais moi je l'ai pas signé. Bref, il y avait des tas d'histoires avec les Juifs, le pauvre Dieu, et donc il se dit je vais passer au contrat individuel parce que quand même comme ça. C'est vrai, je crois que vous avez raison. En tout cas, c'est en tout cas la source de l'universalité du christianisme. Absolument. Ouais.
qui bien sûr se réfère à ce peuple élu. Mais vous avez des passages admirables dans saint Thomas là-dessus, sur l'économie du salut et la pédagogie divine. Pourquoi fallait-il la loi naturelle, mais les hommes ne l'ont pas entièrement comprise, donc il a fallu les prophètes, l'Ancien Testament. Bien sûr, c'est une longue procession. On voit très bien que la procession, c'est d'aller doucement vers la fin de la tribu. Et quand il dit les fils se mettront à se battre contre les pères et les filles contre leurs mères ou les gendres, etc., ça veut dire que quelque part, le poids de la tribu diminue. N'a rien à voir avec la volonté individuelle. Si moi je pense que ma famille a tort, eh bien j'ai le droit d'être libre. Et c'est ce qui est pénible avec tant de gens de gauche qui disent que la gauche est leur famille. Oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis, en plus, qu'est-ce que ça veut dire? Et puis en plus, c'est la vieille formule, si vous voulez. Vous savez qu'on disait aux États-Unis pendant la guerre du Vietnam, my country, right or wrong. Ouais. Mais non. Non, bien sûr que non. D'ailleurs, beaucoup de gens dans les pays anglo-saxons protestent contre cette formule, qui est dans le fond, je suis une tribu et je valide ce que fait ma tribu. Ben non. Un homme libre ne valide pas la tribu. Donc, ce passage au premier plan de la personne humaine individuelle responsable par rapport à la tribu est la première condition de l'existence d'une société d'hommes libres. Et c'est une idée profondément chrétienne. Absolument. C'est pas qu'elle est profondément chrétienne, c'est qu'elle est d'origine chrétienne. Elle est d'origine chrétienne. Elle est d'origine biblique et chrétienne, parce que vous avez déjà cet appel. Ça commence avec l'Ancien Testament déjà. Quand Dieu appelle Abraham, et Abraham répond me voici. C'est cité par saint Paul ensuite. Et c'est ce me voici sans barguigner. Tout ça a été développé par Lévinas. Bref, c'est dans cette tradition spirituelle que vous vous inscrivez, donc Charles Le Gave. Alors, deuxième idée, mais je sais pas d'ailleurs si les 13 idées se suivent logiquement, mais en tout cas elles sont distinctes. Le pouvoir des idées religieuses est immense. Alors justement, donc le pouvoir des idées religieuses est immense. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire par là que on est... Quand vous avez des amis qui peuvent être d'origine juive ou d'origine musulmane ou d'origine chrétienne ou d'origine bouddhiste, etc., la façon de penser n'est pas la même. Quelque part, j'ai l'impression qu'il se passe une imprégnation de la religion dominante qui a été celle de votre histoire ou l'histoire de votre famille, et que ça, c'est quelque chose qui est là, et qui donne des résultats assez différents, quoi. C'est assez. Et je pense donc, si vous voulez, que le rôle des grandes religions, et en particulier de la religion chrétienne, et c'est pour ça que j'en veux pas du tout à l'Église. Les gens trouvent que je suis parfois sévère avec l'Église, ce qui est pas faux, puisque c'est une institution humaine, j'ai le droit. Mais elle a transmis le message. Cette espèce de message du Christ. Donc, si vous voulez, sans une institution humaine, c'est qui a créé une religion, qui a créé une église, on n'aurait jamais eu accès au message du Christ. Bien sûr. Et donc, si vous voulez... C'est la gratitude que nous devons avoir à l'égard de l'église, évidemment. Exactement. Pas seulement la gratitude pour ce qu'elle a fait dans le passé, mais le souci qu'elle continue à le faire. Exactement. Donc ça, pour moi, ça me paraît tout à fait essentiel. Oui, mais il y a autre chose, si je me souviens bien dans le chapitre, c'est aussi l'idée que ces idées religieuses sont pas toutes équivalentes. C'est pas du... non. Donc, c'est aussi un des grands problèmes de la France, où vous avez des gens comme Monsieur Valls, qui n'a fait aucune étude, mais qui a fait toutes ses études dans les loges maçonniques. Oui. Et donc, il brandit sans cesse la laïcité. Comme si la réponse... Ce qui est une forme de religion, si vous voulez, c'est-à-dire la laïcité de l'Église catholique et tout, c'est une religion en creux, quoi. Mais absolument, non, mais c'est même pas en creux, c'est une religion, mais elle a son Église, ses cérémonies, ses temples, mais cachés. Cachés. Et c'est une des choses que je trouve un peu insupportable dans une démocratie, c'est que moi, en Angleterre, quand Monsieur Blair est arrivé au pouvoir, il a dit, écoutez, moi, je veux bien tout ce que vous voulez, vous avez le droit de vous déguiser, de vous réunir le soir, d'aller bouffer ensemble, c'est pas mon problème. Mais par contre, si vous êtes dans une position de pouvoir politique, économique, etc., vous devez le déclarer. Parce que les citoyens ont le droit de savoir à quel club vous appartenez. Oui. Moi, il me semble que l'une des premières réformes qu'on devrait faire en France, c'est que vous avez le droit d'appartenir à n'importe quelle organisation que vous voulez, mais ça doit être officiel si vous êtes un homme officiel. Et ce qui n'est évidemment pas le cas avec la franc-maçonnerie. Bien sûr que non. Et c'est une vraie religion, mais qui a combattu, enfin ça a souvent été dit, contre l'Église catholique, au titre d'une véritable guerre de religion. Absolument, qui est larvée, sourdoise, depuis un siècle et demi. Oui. Et ça se traduit par le fait que, pour la prétendue République,
toutes les religions sont sur le même plan, et donc on doit mettre sur le même plan le christianisme et l'islam ou le bouddhisme. Mais on doit dire, on a même un peu même l'islam devant, puisque l'islam aussi essaye de s'opposer à la religion catholique. Donc si vous voulez tout, en plus. Donc si vous voulez, ils ont une espèce de faveur vis-à-vis des autres religions, puisqu'ils ont les mêmes ennemis en quelque sorte. Non, mais le corollaire, c'est que s'il y a un problème de terrorisme qui est dû au fanatisme islamique, c'est toutes les religions qu'il faut interdire, contrôler. Et ce sont les écoles catholiques qu'il faut interdire et empêcher de se créer. Absolument, parce que ça pourrait créer des fanatiques. Si le problème vient de l'islam, c'est l'islam qu'il faut traiter. Absolument. Et c'est pas, ça va pas servir de... Vous savez, quand on nomme mal les choses, on augmente la valeur du monde. Ce qui est absolument odieux, c'est qu'on a un candidat à l'élection présidentielle qui a dit qu'il était chrétien, et que monsieur Fillon, il a dit qu'il était chrétien, et que il y avait une relation quelconque entre son souci des pauvres, je sais pas, de l'état social, et le fait qu'il était chrétien. Vous avez vu la polémique que ça a fait? C'est absolument insupportable. De Gaulle était chrétien, je crois. Mais non, plus de ça, il était chrétien, mais il allait à la messe. Exactement. Donc, et c'est son droit le plus strict, et c'est en plus, enfin, ces gens qui ont pris le pouvoir en France prétendent interdire toute espèce d'apparition du christianisme dans l'espace public. Absolument. Comme s'il n'appartenait qu'à leur secte. Donc c'est vraiment... Comme si la France avait commencé en 1793, quoi. Ce qui n'est pas vraiment le cas. C'est pas 1789 qui est en cause, c'est un peu plus tard. Un peu plus tard, ouais. Et donc, bravo à monsieur Fillon, parce que il doit pas être tout à fait imbécile. Donc, s'il l'a fait, c'est qu'il savait ce qu'il faisait. Je crois qu'il a assumé ça. Il a assumé ça, mais je me demande si on n'est pas en train de voir remonter à la surface une espèce de vote qui est, mettons, un vote... chrétien de qualité, si j'ose dire, qui remonte de temps en temps dans l'histoire de France. Il y avait des partis qui le représentaient, cela représentait 25% de l'électorat, il était complètement en déshérence, et je crois que M. Fillon s'est rendu compte que ce parti, quelque part, peut-être aussi... Oui, mais c'est toute l'histoire de la manif pour tous, et exactement. Moi, j'ai participé, c'est une petite parenthèse, mais si vous voulez, puisque ces gens qui sont exclus des médias, de l'agora, ils ont découvert avec stupéfaction, en défilant dans la première grande manifestation où il y avait au moins 1 million de personnes, qu'ils étaient très nombreux. C'est pour ça qu'ils sont devenus encore plus nombreux aux suivantes, parce que ils se sont dit, mais si je suis pas le seul à penser ça dans mon coin. Bien. Alors, troisième idée de la nécessaire séparation de la loi et de la morale. C'est à vous que je l'ai piqué, celle-là. Ça, sans vouloir, ah oui, parce que vous citez Abélard, c'est ça? Je cite Abélard. C'est à vous que je dois cette idée. La séparation entre crime et péché, oui. Crime et péché, ça, c'est vraiment une idée que j'ai trouvée très forte. Bien sûr, donc on peut relier ça à ce qui précède, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez un état, où le pouvoir spirituel est séparé du pouvoir temporel, il n'y a pas de risque de confusion entre la loi et la morale. La loi ne sanctionne que les actes nuisibles à l'ordre public. Or, aujourd'hui, avec l'Église socialiste, si vous voulez, ils sont en train d'essayer de recréer cette confusion entre la loi et la morale. Exactement, et punissent de prison et de dures amendes les gens qu'ils jugent immoraux, d'après leur morale, évidemment. Exactement. Et c'est tout le problème de la liberté d'expression en France, mais n'y revenons pas. Alors, du coup, on arrive à des questions plus de philosophie économique avec... J'essaie de classer ça un petit peu par ordre, si vous voulez, transcendant. C'est-à-dire tout en haut, vous avez les questions fondamentales, et puis ensuite, vous avez des applications pratiques sur la monnaie, sur des choses comme ça, de ces principes. Une idée très importante, ce que vous dites, que la valeur est une notion subjective, je suis pas trop personnellement d'accord avec cet adjectif de subjectif. La valeur se déclare... se révèle par le fait que des hommes échangent des biens et des services à un certain taux, compte tenu de leurs projets respectifs, de leur humeur, de leurs besoins du moment, de leurs besoins, de leurs désirs, etc. Mais du coup, ça n'est pas subjectif puisque ça suppose un interlocuteur, donc ça suppose une extériorité. Il faut qu'il y en ait deux. C'est-à-dire que vous avez le prix, c'est quand deux subjectivités se rencontrent et établissent un prix. Oui, mais c'est plus une subjectivité. Par le fait même. Par le fait même, mais il y en a deux. Mais c'est-à-dire que à chaque fois, c'est des actes volontaires des deux côtés. Oui, mais tenant compte d'autrui. Si vous pouvez avoir c'est ce que je raconte, vous pouvez avoir une idée de la valeur qui est subjective, mais qui ne sera pas tenue par un prix. Qui n'a pas de réalité économique. Qui n'a pas de réalité. Voilà. C'est l'image que je donne de toute valeur qui a une réalité économique, je veux dire, ce n'est pas la projection d'une unique subjectivité, mais d'une subjectivité qui... non, mais quand deux valeurs subjectives se rencontrent, ça devient un prix. Voilà. Et à ce moment-là, ça devient objectif. Oui, c'est ça que je veux dire, oui. À ce moment-là, ça devient objectif. Mais les deux, par exemple, moi je dis toujours, la bague de ma mère qui était une aigle marine, qui n'avait pas de valeur, vraiment, pour moi, elle a une valeur infinie. Voilà, c'est ça, oui.
Mais il y a personne qui me l'achètera à ce prix-là, puisque c'est un fait, et puis je la vendrai pas. Donc ce que j'essaie de dire, c'est que vous pouvez avoir des tas de valeurs qui sont comme ça dans une espèce d'aura de valeur, mais de temps en temps il y en a deux qui se rencontrent au moment d'une transaction, et ça devient un prix. À ce moment-là, ça devient objectif. Oui, mais alors tout ça a été discuté par les théoriciens d'économie, naturellement. Et d'ailleurs, cette idée s'oppose à l'idée de la valeur travail, qui est commune aux économistes classiques comme Ricardo ou Smith et au marxisme, puisque Marx a construit sa théorie de l'extension de la plus-value à partir de la théorie de la valeur travail. Oui. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les économistes, même avant Adam Smith, avaient déjà aussi eu une autre théorie de la valeur comme résultant d'arbitrage subjectif. Et on trouve ça évidemment chez Turgot. Hein. On trouve ça chez les moines de Salamanque, enfin chez les jésuites de Salamanque, tout absolument, ça. C'est une histoire qui remonte assez loin, quoi. Voilà. Et évidemment, si on s'en tient à la théorie de la valeur de travail, à ce moment-là, on croit que l'on peut faire une économie planifiée. Bien sûr. Et vous citez des fonctionnaires du Gosplan qui qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils calculaient la carotte. Mais pour arriver à la valeur de quelque chose, si vous voulez, il fallait qu'ils mettent un dixième de tracteur, un petit peu d'engrais, etc. Mais qui tous se calculaient avec des valeurs travail, donc c'était un calcul de fou. Mais si je peux me permettre, c'est exactement ce qu'on fait dans les hôpitaux français. Parce que, si vous voulez, la quasi-totalité, il n'y a pas de prix dans les hôpitaux français. Donc, on essaye de calculer la valeur de la formation d'un médecin. Puis ensuite, on en enlèvera un petit peu, on prendra une petite partie parce qu'il vit 40 ans, cet homme-là, il travaille pendant 40 ans, puis ensuite on rajoutera un petit peu de coton hydrophile, et puis ça vous donne le coût de la production à la fin. Mais ça marche pas, ce truc-là. Oui, mais j'avais eu une conversation un jour avec le directeur de EDF, qui était Marcel Boiteux, et c'était à l'époque où il y avait, c'est un homme très, très aimable et très intelligent. Et c'était l'époque où il y avait le monopole absolu, si vous voulez. Il y a toujours le monopole aujourd'hui, mais enfin, il est un peu écorné quand même. Et il expliquait ça, l'électricité n'a pas de prix, il a le prix que vous voulez. C'est-à-dire... Oui, la réalité, ça, si vous voulez, c'est que EDF a à peu près 4 fois plus de frais de personnel que les sociétés équivalentes en Allemagne, en Autriche ou en Angleterre. Hein. Parce qu'évidemment, si vous mettez 4 fois plus de personnel, l'électricité en France sera plus chère, quoi. Bien. Oh là là, je m'aperçois on déborde. Non, on déborde pas encore, mais on approche de la fin. Donc, les autres idées, c'est l'économie à besoin de prix libre, c'est la continuation du chapitre précédent. Oui. Si quelqu'un veut acquérir, il a le choix entre travailler et voler. Ça, je l'ai piqué à Bastia, ça. Alors, là-dessus, puisqu'il nous reste peu de temps, il faudrait citer au moins cette réflexion que je me suis faite aussi très souvent. C'est le mépris de l'argent qu'ont les hauts fonctionnaires français. Est tout à fait paradoxal, puisque en fait ils vivent comme s'ils étaient des capitalistes, ayant, vous avez fait les calculs pour la retraite de Monsieur Hérault, qui va toucher, paraît-il, une retraite de 15 000 euros mensuels, peu importe le chiffre exact, enfin il cumule plusieurs retraites, grand bien lui fasse, mais pour que un capitaliste comme moi ait 15 000 euros par an, il faudrait que j'ai un capital d'à peu près 40 millions d'euros. Voilà, c'est ça. Alors, donc moi je suis d'accord que Monsieur Hérault touche 15 000 euros de retraite, mais qu'on l'impose sur l'ISF. Qu'on l'impose sur l'ISF, oui. Sur son capital virtuel. Non, mais c'est tout la question passionnante aussi du socialisme. Les fondateurs de la sécurité sociale ont prétendu mettre en place un système de redistribution et changer de société, changer d'air, changer d'époque, faire un monde meilleur, un monde nouveau. Parce que jusque-là, on vivait, la seule sécurité qu'on avait, c'était si on avait un capital, la sécurité propriété. Et c'est d'ailleurs parce que du coup, si vous avez une propriété, vous pouvez la vendre, vous pouvez la faire fructifier, vous êtes. Et alors le prolétaire, par contre, qui n'a rien, n'a aucune sécurité, ce qui est tout à fait vrai. Mais alors la conséquence de ça, c'est que dans des siècles, depuis l'homme de Cro-Magnon jusqu'à aujourd'hui non compris, pour acquérir une sûreté, fallait travailler pour acquérir. Et ils ont voulu remplacer ça par la sécurité droit. C'est une formule qui est employée par un auteur qui s'appelle Hatzfeld. Sécurité droit représentant la sécurité propriété. Je ne suis propriétaire de rien, mais j'ai droit à j'ai rien dans ma poche, mais j'ai droit à ce qu'il y a dans votre poche. Et ce qui est une idée admirable et mais qui amène ensuite à aller chercher de façon violente ce qu'il y a dans la poche d'à côté, quoi. Voilà, bien sûr. Alors il ne nous reste plus qu'une minute.
Vous avez cette idée que peut-être vous avez le temps de dire un mot sur le fait que les États sont soumis à la destruction créatrice. C'est une vieille idée que j'ai essayé de développer, c'est que quand vous regardez l'histoire, si vous endormez en 1790, vous réveillez en 1820, vous comprenez rien. Si vous endormez en 1890, vous réveillez en 1920, vous comprenez rien. Si vous endormez en 1990, en 2020, vous comprendrez rien. C'est-à-dire que la durée de vie d'une institution humaine, c'est à peu près 70 ans. Et après ça, elle devient obsolète et il faut qu'elle casse. Et à ce moment-là, on rentre dans des temps révolutionnaires. Ce qui se passe dans les entreprises normalement. Dans les entreprises en une génération, mais se passe dans les États en 3 générations. Que ça se passe dans les États et par conséquent rend fatal une sorte de conflagration. Une sorte de conflagration. Et donc on est dans une période de conflagration aujourd'hui. Bien, nous arrivons cette fois-ci au terme, Charles Gave, de cette émission. Et donc, je renvoie les auditeurs à ce livre qui se lit très facilement, tout en étant très dense, et qui s'appelle « Sire, surtout ne faites rien » par Charles Gave, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Merci beaucoup.